Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour un webinaire consacré à l'enjeu et aux risques que représente la cybersécurité dans le cadre du développement de vos projets. Je m'appelle Julia, je suis en charge de la programmation événementielle à FTC, French Tech Central, à Station F, et avec l'ensemble de l'équipe, je suis heureuse aujourd'hui d'accueillir la CNIL avec Christophe Vivant, qui est adjoint au chef de l'expertise technologique à la CNIL, justement. Bonjour Christophe. Bonjour Julia et bonjour à tous. Bonjour. Et avec nous également aujourd'hui, mais plutôt pour répondre à vos questions depuis l'onglet dédié, Régis Jatelier et Martin Bierry de la CNIL. Merci à tous les deux d'être avec nous cet après-midi. Initialement prévu à deux voix, il est possible que ce webinaire soit uniquement porté par nos experts de la CNIL, car notre autre intervenant rencontre un contretemps. Donc j'espère qu'il pourra nous rejoindre en cours de route. Je vous remercie, si ce n'est pas le cas, pour votre patience et votre flexibilité. En tout cas, nous, ça ne nous empêchera pas d'avancer sur ce sujet qui nous rassemble. Et avant de laisser la parole donc, à Christophe, je rappelle à nos participants que ce webinaire sera disponible en replay sur le site de French Tech Central. Je vais vous mettre le lien dans quelques instants dans le chat. Et donc, le document sera disponible à partir de la semaine prochaine. C'est une adresse qu'il faut aussi utiliser si vous le souhaitez pour booker vos rendez-vous individuels avec nos services publics. Si vous avez une question à leur poser pour faire évoluer votre projet ou trouver une solution à un point bloquant, n'hésitez pas à les solliciter via cette plateforme. Mais en cet après-midi, si vous avez une question à poser à nos experts, faites-le plutôt en utilisant l'onglet questions qui est à droite de votre écran. On les rassemblera en fin d'intervention et on les posera dans la seconde partie pour qu'ils puissent vous répondre. Voilà, donc je laisse à présent la parole à Christophe. Bon webinaire à tous. Merci Julia et bonjour à tous de nouveau. Donc on va parler cet après-midi cybersécurité, enjeux, menaces, et on va l'aborder par un point un peu particulier, pas réellement habituel. On va l'aborder par le biais du RGPD et des violations de données. Alors tout d'abord, les violations de données à caractère personnel, qu'est-ce que c'est? C'est une nouveauté qui est arrivée en 2018 avec le RGPD et dont la définition est donnée au point 12 de l'article 4. Et je vais vous la lire, même si c'est pas très digeste. Une violation, une violation de données, c'est une violation de la sécurité entraînant de manière accidentelle ou illicite la destruction, la perte, l'altération, la divulgation non autorisée de données à caractère personnel transmises, conservées ou traitées d'une autre manière, ou l'accès non autorisé à de telles données. Donc, ça a le mérite d'exister. Ça ne permet pas forcément de se faire une réelle idée de ce qu'est une violation, mais au moins ça pose les bases. Et côté technique, on a décidé de représenter ça de façon un peu plus schématique et un peu plus simple, mais beaucoup plus efficace. On considère qu'une violation, c'est tout acte accidentel ou intentionnel qui entraîne une altération de la disponibilité, de la confidentialité ou de l'intégrité. Et ça, s'il y a bien une chose que vous devez vous souvenir sur les violations de données cet après-midi, c'est ça. C'est qu'une violation, c'est pas que de la confidentialité intentionnelle par quelqu'un d'externe, ça peut être aussi un acte accidentel de quelqu'un interne qui modifie uniquement de l'intégrité. Par confidentialité, bien entendu, ça couvre tout ce qu'on imagine de façon un peu globale, c'est-à-dire quelqu'un qui accède à des données ou qui les vole, il ne devrait pas y avoir accès. Disponibilité, ça va être les données existent toujours mais ne sont plus disponibles. Le cas le plus classique, c'est un cryptolocker. Le cryptolocker ne modifie pas les données, il les chiffre, elles sont toujours intactes, mais on ne peut plus les lire. Ou alors, si vous avez perdu la clé de votre armoire dans laquelle se trouvent tous les rapports, tous les dossiers RH, également, on n'est pas dans le cyber, mais ça reste une altération de la disponibilité. Et pour l'intégrité, c'est la modification. Bref, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une violation, ça va être toute violation de sécurité. Ça peut se produire suite à quoi? Ça peut se produire suite à des failles ou des vulnérabilités de sécurité, dans le cas classique. Ça peut se produire aussi suite à un accident. Ça peut être, par exemple, un tremblement de terre, un incendie, une météorite qui tombe sur un centre d'hébergement. Ça peut être une erreur, donc ça c'est le cas, souvent c'est interne, c'est l'erreur interne de quelqu'un qui supprime un dossier sans faire exprès ou qui supprime des données, une base de données sans le vouloir. Ou ça peut être bien entendu ce à quoi on pense le plus souvent, une malveillance, donc le vol, l'attaque, la destruction de matériel, etc. Concrètement, c'est quoi? C'est la concrétisation d'un risque, voire l'illustration d'un risque que l'on aurait pu identifier ou pas lors d'une analyse de risque, par exemple. Des cas pratiques, vous en voyez souvent dans la presse en fait. Vous avez par exemple le WannaCry qui est très connu, vous avez des attaques sur des grands groupes, des grands hôpitaux que vous voyez souvent. Voilà, donc je ne vais pas forcément citer de nom, mais tous les jours, malheureusement, tous les jours vous en voyez. Un point intéressant
à la CNIL, on a par exemple, je vais vous donner quelques chiffres parce que ça, c'est pas dans les slides, mais ça peut être quand même pas mal. Depuis 2018, donc depuis le 25 mai, on a reçu 5980 dossiers. Alors, ces chiffres-là, ils sont au 25 novembre. Au 25 novembre, on avait reçu 5980 notifications de violation. Donc, ça veut dire des attaques ou des pertes ou du moins quelque chose qui s'est passé sur des données personnelles. Fin avril, on en avait reçu, donc au bout d'un an, on en avait reçu 1934. En 2019, on en a eu 2287 et en 2020, on en a eu un peu plus de 2500. Et ce qui est intéressant, c'est que la première année, donc de mai 2018 à avril 2019, on a reçu donc 1934. En Europe, au même moment, en tout, il y en avait 93 000 et quelques, et notamment plus de 28 000 pour les Pays-Bas, plus de 20 000 pour l'Allemagne et plus de 14 000 pour le Royaume-Uni. Donc nous, on en avait 1900 et 28 000 pour certains, 20 000 pour d'autres et 14 000 pour les Pays-Bas. Donc, ce qui est intéressant, c'est surtout de voir que plus vous allez être dans un pays nordique, moins vous êtes bon en sécurité, puisqu'il y a énormément de violations, et plus on descend dans les pays du Sud, plus on se rend compte que finalement, on est très bon puisqu'il n'y a pas de violation. Ça serait la façon un peu simple de voir les choses, et bien entendu, c'est pas le cas. La réalité, c'est que on est sûrement une sous-notification, et que dans les pays nordiques, ils sont beaucoup plus peut-être beaucoup plus enclins à notifier, que ce soit à leur CNIL local ou aux personnes qui se retrouvent malheureusement concernées par ces violations, ils sont plus enclins à communiquer ces informations-là. Les notifications, en fait, c'est pas quelque chose de nouveau. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est une nouveauté qui est arrivée avec l'RGPD. C'est pas vraiment vrai, ça existait avant, depuis 2011, avec la transposition du paquet télécom. Et qui obligeait en fait tous les opérateurs télécoms de notifier à la CNIL les violations qui touchaient les services de télécommunication publique. Et depuis 2018, ça a été généralisé donc à tous les responsables de traitement, mais on a juste, on va dire, agrémenté la chose et peut-être un peu compliqué la chose en rajoutant une analyse de risque qui permet de déterminer les différents niveaux et différentes choses à faire ou pas. En fait, c'est quoi le but? Le but, c'est de responsabiliser les acteurs et c'est de protéger les individus qui seraient touchés par des violations des conséquences de ces dernières. Alors, c'est quelque chose qui est assez à la mode dans la plupart des tests que vous voyez aujourd'hui. L'obligation de notification, on la trouve un peu partout. Directive Nice, obligation de notification. Tous les OIV, les OSE connaissent aussi bien ça. Alors, OIV, c'est pour les organismes d'importance vitale. OSE, pour les organismes de services essentiels. Voilà, tous ces organismes-là ont déjà des obligations de notification à une autorité. La plupart du temps, c'est l'ANSSI en France, lorsqu'il s'agit de ces organismes. Également, les hôpitaux qui peuvent avoir une obligation de notification de certaines choses aux ARS. Ce qui fait que si vous n'avez pas de chance, que vous êtes un hôpital militaire et que vous traitez de la donnée personnelle et que vous faites attaquer, que vous perdez de la donnée, ben vous allez devoir notifier la CNIL, l'ANSSI et votre ARS. Ce qui fait beaucoup d'administratifs. Alors, je vais aller assez vite au début parce que l'idée, après, c'est quand même qu'on recentre un peu. Là c'est pour vous brosser le contexte juridique de la chose, mais après, c'est pour qu'on rentre un peu plus dans les détails techniques, puisque c'est quand même ça qui est, a priori, le plus intéressant pour vous. Mais n'hésitez pas à me poser vos questions ou à dire ce qui vous intéresse le plus. Alors, qui est concerné par les violations de données? Tout d'abord, il y a le sous-traitant, parce qu'aujourd'hui, on fait beaucoup appel les sous-traitants. Lui, il a une seule obligation, c'est dès qu'il peut, dès qu'il a connaissance de la violation ou de l'incident qui touche les données personnelles, dès qu'il a connaissance de ça, il doit informer le responsable de traitement. Ça, c'est son travail. Le responsable de traitement, lui, ce qu'il doit faire lorsqu'il reçoit une information comme quoi un sous-traitant à lui a perdu des données ou a une erreur s'est fait attaquer, ou alors si ça arrive en interne, lui, il doit documenter les violations de données. Le cas échéant, il doit les notifier à l'autorité de contrôle, donc en France, la CNIL, dans les meilleurs délais, si possible dans les 72 heures à la suite de la connaissance, et si la violation est susceptible d'engendrer un risque pour les droits et libertés des personnes. Et en cas de risque élevé, il doit informer les personnes concernées. Donc c'est là où ça devient un peu plus compliqué, on va rentrer un peu plus après dans le détail, c'est à quel moment on considère qu'il y a un risque ou qu'il n'y a pas de risque, qu'il y a un risque élevé. La CNIL fait quoi? La CNIL, elle reçoit les notifications, elle les examine et le conseil, le cas échéant, le responsable de traitement sur les mesures à prendre et elle peut également aussi ordonner, conseiller puis ordonner au responsable de traitement d'informer les personnes concernées, puisqu'on va considérer que l'analyse de risque faite par le responsable de traitement ne nous convient pas et on a une autre vision. Et la personne concernée, elle fait quoi? La personne concernée, elle est censée, le cas échéant, lorsqu'il y a une violation qui a touché ces données et que cette violation engendre un risque élevé, elle est censée être informée pour pouvoir justement se protéger.
Alors, c'est un cas qu'on peut facilement comprendre. Si jamais, imaginez, vous faites des commandes pour Noël, puisque vous ne pouvez pas sortir pour faire les commandes en magasin, vous faites ça sur Internet auprès de votre boutique préférée et que malheureusement, elle a mal géré son système de paiement et que les données des cartes bancaires se font aspirer par rapport à un attaquant. Vous comprenez que l'intérêt de vous informer, c'est de rapidement, au mieux, suspendre votre carte, ou si vraiment vous êtes, ou surveiller vos comptes si vous préférez, ou alors annuler carrément votre carte et la remplacer pour éviter tout risque. C'est un peu plus compliqué lorsque ça touche des données sur lesquelles vous ne pourrez rien faire. Si par exemple votre NIR se fait subtiliser, il est difficile d'en changer. A priori, j'ai pas encore réussi en ce qui me concerne. Alors, quand faut-il notifier l'autorité de contrôle? Et c'est là qu'on va peut-être un peu plus rentrer dans le détail de mesures techniques, si ça vous intéresse. C'est lorsqu'on prend connaissance de la violation. Donc, prendre connaissance de la violation, ça veut dire deux choses. C'est-à-dire qu'on peut ne jamais savoir si on s'est fait attaquer, qu'on s'est fait voler les données. C'est facile, ça. Il suffit de fermer les yeux et de ne pas regarder, ou de tourner la tête quand on voit quelque chose d'un peu louche. Bien entendu, c'est pas ce qui est préconisé et c'est interdit. Donc, ça veut dire que il faut détecter. Ça veut dire qu'il faut détecter les attaques au minimum et puis, en tout cas, détecter les violations quand elles arrivent et les incidents avérés. Donc, ça veut dire qu'il faut mettre en place des mesures et c'est sur ça qu'on va revenir tout à l'heure. Et ça veut dire que la prise de connaissance, elle part à partir du moment où on a un degré de certitude raisonnable qu'il y a eu une violation. Je vais vous donner un exemple. Si un employé perd une clé USB ou se fait voler par exemple son ordinateur, ou se fait attaquer, se fait voler sa base de données sur son ordinateur, dès qu'il s'en rend compte, il informe. Sa hiérarchie, on considère que le responsable de traitement est informé. Alors c'est facile parce que vous avez une clé USB, que vous la perdez, vous arrivez chez vous, vous voyez que vous avez oublié votre dans le taxi, vous avez perdu tous vos ordinateurs, etc. Et vous considérez que quelqu'un y a pu y accéder, donc le délai commence. Vous avez la même chose lorsqu'un pirate vous attaque, il vole vos données. 3 jours après, il vous envoie un mail en vous disant voici, je vous ai attaqué votre base de clients et pour vous prouver qu'il a bien attaqué la base, il va vous faire voir les 100 premières lignes, par exemple, ou les 100 dernières commandes qui ont été passées sur le site. Et là, vous recevez ça. On considère que vous êtes informé à ce moment-là, puisque dès que vous recevez, vous comparez, vous voyez que c'est à vous, que c'est bien votre base de données, donc le délai part. En revanche, le même pirate qui vous attaquerait, qui vous dirait écoutez, je vous ai piraté votre base, veuillez me payer 50 bitcoins, sinon je balance ça sur Internet, le délai ne commence pas à ce moment-là. Le délai va commencer au moment où vous allez avoir une certitude que c'est la réalité. Donc vous allez mener des investigations, vous allez regarder les appareils. Si vous avez un système de centralisation de logs, vous allez regarder les logs, vous allez regarder le firewall, vous allez regarder tous les logs aussi bien applicatifs que techniques pour essayer de détecter qu'il y a eu une attaque. Et dans le cas où ça va peut-être vous prendre 24 heures, 48 heures, suivant les moyens que vous avez. Et au bout de 48 heures, vous avez peut-être détecté qu'effectivement, a priori, il y a quelque chose de bizarre qui s'est produit. Vous n'avez pas forcément de... Mais bon, en tout cas, vous avez une certitude qui s'est plus ou moins produit quelque chose et le délai va commencer à ce moment-là. Donc, ça veut dire que ça peut être un petit temps d'investigation. L'idée, en fait, dans les 72 heures, c'est vraiment de dire, vous devez prendre le problème à bras le corps et vérifier ce qui s'est passé avec vos équipes et ne pas laisser et attendre que le temps passe. Il s'agit de ne pas partir en vacances et de dire, je ferai ça à la rentrée prochaine. Et bon, comme vous voyez, c'est sans délai et dans la mesure du possible au plus tard dans les 72 heures. Donc, c'est quand même avec beaucoup de guillemets, si je peux m'exprimer ainsi, ce qui veut dire, encore une fois, que si vous êtes une petite entreprise et que ça arrive un jeudi soir et que le vendredi c'est férié, on va pas vous embêter si vous envoyez l'information même une semaine après, on va pas vous embêter là-dessus. En revanche, vous êtes un très gros opérateur, vous avez un SOC qui est en temps réel, qui analyse 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vos outils de sécurité. Si vous mettez une semaine ou 2 semaines pour notifier la CNIL, là, on va dire que peut-être c'est que vous prenez pas les choses au sérieux, ou du moins on va investiguer la chose. Et donc, il faut notifier la CNIL dès lors qu'il y a un risque pour les personnes. Et un risque, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut déterminer est-ce que ce risque existe. Alors, pour la notification de la CNIL, c'est assez simple. On va prendre le problème en sens inverse. C'est vous notifiez s'il y a un risque, ça veut dire que vous ne notifiez pas s'il n'y a pas de risque. Donc, en principe, souvent, on va se rendre compte que quand des données personnelles sont touchées, il y a plus ou moins un risque, aussi minime soit-il. Donc, souvent, ça va entraîner une notification auprès de la CNIL. Encore une fois, si je dis souvent, il y a toujours des cas où effectivement le risque n'existe pas, mais c'est voilà. En tout cas,
pour appréhender et pour apprécier ce risque, on va en prendre en compte différentes choses, et ça c'est indiqué dans les guidelines du G29, enfin maintenant qui est le DPB, qui a donné quelques critères à prendre en compte. Et parmi ces critères, on a le type de violation, confidentialité et disponibilité, par exemple. Donc ça veut dire entre les lignes que quand c'est confidentialité, la plupart du temps, c'est quand même plus grave que quand ça va être de la disponibilité. Mais encore une fois, ça va beaucoup dépendre d'autres choses qui va du contexte. Et la disponibilité pour un hôpital, c'est quelque chose de très important. Un système hospitalier ou un système, même si on s'en occupe de la donnée personnelle, un système qui serait un système scalable qui gère une usine, ou voilà, c'est important qu'il soit disponible, puisque s'il n'est pas, ça peut entraîner des catastrophes. Ensuite, il y a la nature et la sensibilité et le volume de données personnelles concernées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus il y a de données, plus c'est grave, et plus le type de données est, on va dire, intrusif dans la vie de la personne, plus sensible, du moins au sens de la loi, plus le niveau de gravité va de suite augmenter. Si vous faites voler des données de santé, c'est beaucoup plus grave que si vous faites voler juste des prénoms. La facilité d'identifier les personnes et les conséquences pour les personnes. La facilité d'identifier pour les personnes, ça veut dire que parfois vous pouvez vous faire voler des données qui sont pour l'attaquant, du moins, a priori, pseudonymisé. C'est-à-dire que vous allez juste avoir, par exemple, un numéro de carte de fidélité avec un solde. Vous savez que la carte 43 a 0,50 centimes de solde. C'est moins grave que si vous avez tout le pédigré de la personne, même si ça reste quand même embêtant vu que ça peut entraîner des choses derrière. Le volume et les caractéristiques de personnes concernées. On entend par là qu'il y a des personnes qui sont plus sensibles que d'autres dans le sens de la loi, c'est-à-dire que tout ce qui va être mineur, personne sous tutelle, sous curatelle, personne vulnérable ou même militaire, etc., en fonction du contexte, encore une fois, ça va être plus embêtant. Et enfin, le point le plus difficile à appréhender, mais qui est le plus important, en tout cas pour moi, c'est la caractéristique du responsable de traitement. Si vous êtes, je donne des noms, mais c'est comme ça, c'est au hasard, c'est culture personnelle. Si vous êtes Télé 7 jours, que vous faites voler votre base d'adresse mail que vous utilisez pour envoyer le programme télé chaque semaine, donc vous avez 1 million de mails dedans, c'est moins grave que si vous avez exactement le même million de mails avec les mêmes données et que vous êtes un site de regroupement politique ou un site de rencontre ou un site de certaines religions, etc. Donc voilà, pourtant c'est les mêmes données, c'est le même volume, exactement tout est pareil, c'est la même attaque, la personne a volé deux bases qui permettent de faire du mailing, c'est juste que la caractéristique du RT chez qui ça a été volé, c'est beaucoup plus embêtant. Ça marche aussi pour les adresses, vous volez des adresses un attaquant qui prendrait des adresses de livraison, voilà, c'est moins embêtant techniquement que s'il prend des adresses de personnel militaire de certains services, par exemple. L'absence de risque, il y a quelques exemples qui sont donnés pour essayer de le matérialiser. Ça va être, par exemple, vous effacez, ou vous avez une coupure sur un réseau qui va détruire des données, mais vous avez des sauvegardes, donc vous pouvez les remettre immédiatement en ligne et vous n'avez pas de perte. Par exemple, vous savez que vous allez couper un service parce qu'il y a une maintenance prévue, voilà, le service n'est pas accessible, mais les données, il y a une indisponibilité, mais c'est pas la peine de notifier tout ça. Alors, que faut-il notifier à l'autorité de contrôle? Alors, il y a un téléservice dédié pour ça sur le site de la CNIL qui permet de notifier, et le texte dit différentes choses. Il dit qu'il faut notifier la nature de l'aviation, donc intégrité, disponibilité, confidentialité, les catégories, le nombre approximatif de personnes concernées. Donc, je sais pas, il y a 100 000 personnes concernées, et ce sont des clients, ou ce sont des employés, ou ce sont des prospects, ou ce sont des militaires, des élèves, etc. Les catégories ou le nombre approximatif de fichiers concernés. Alors, le terme, c'est pas fichier dans le texte, c'est enregistrement. Ça change pas grand-chose. On n'est pas tous d'accord sur ce que ça veut dire le nombre d'enregistrements. Il y a une vision très technique qui va être de dire, ça va être le nombre de lignes, par exemple, dans une base, en anglais record. Donc, il va y avoir tant de records qui vont qui ont été touchés. C'est par exemple, j'ai 10 clients, chaque client a 10 factures. Et donc, je vais avoir 10 personnes concernées pour 100 fichiers concernés. Mais bon, c'est pas très important. Les coordonnées de la personne à contacter, le DPO, alors ça c'est important, il faut pas mettre la CNIL, puisque nous, si les gens nous contactent, on peut rien leur dire, donc c'est les DPO. Les conséquences probables de la violation pour les personnes, c'est ça qui est très important. Les entreprises ont souvent l'habitude de faire des analyses de risque pour elles-mêmes. C'est-à-dire qu'elles sont capables de gérer leurs propres risques et de voir quel est l'impact de n'importe quelle activité ou n'importe quelle crise, entre guillemets, sur leur propre business, que ce soit un impact sur les actions, un impact sur l'image, etc. Là, l'idée, c'est de faire la même chose, sauf que c'est de voir l'impact pour les personnes. Et l'impact pour les personnes, c'est de dire, oui, cette personne s'est fait voler son numéro de carte bancaire, l'impact, ça va être, il risque de perdre de l'argent, il va pas être content, ça va être embêtant. Et les mesures prises pour remédier à la violation.
Là, par exemple, vous êtes fait attaquer un AD, l'AD a été tombé, les mots de passe ont été récupérés, ou alors vous êtes fait attaquer une base toute simple avec une injection SQL et les mots de passe étaient en MD5 ou étaient en clair dans la base. Là, vous allez considérer que la mesure pour remédier, ça va être de demander aux gens, voire vous-même de bloquer tous les comptes, puis de demander aux personnes de les modifier ou de les modifier vous-même et d'envoyer des liens de réinitialisation sur les adresses mail qui ont été communiquées. Très rapidement sur les violations transfrontalières. Les violations transfrontalières, c'est un cas particulier. Ça sert à rien pour une entreprise, un grand groupe qui se trouverait qu'un traitement a été attaqué ou a subi une violation. Ça ne sert à rien de notifier toutes les autorités. Enfin, ça sert à rien. Il peut toujours le faire pour le plaisir, mais du moins que dans ces moments-là, en période de crise, c'est quelque chose qui prend du temps, c'est très administratif, et donc il convient de notifier l'autorité qui est chef de file. Et ça, l'autorité chef de file, ça va être comment dire, ça va être quelque chose qui va se déterminer par. Alors, vous avez des guidelines déjà sur autorité chef de file de l'UDPB toujours qui vous aident à déterminer quelle est votre autorité chef de file, mais c'est pas forcément l'autorité dans laquelle la violation s'est produite. Je vais vous prendre un exemple. Si je suis un constructeur de voitures françaises, Renault par exemple, je dis au hasard, je crois que c'est déjà arrivé chez eux, mais voilà, que je suis Renault, que j'ai un serveur en Allemagne et que sur ce serveur en Allemagne, j'ai des données de travailleurs d'Italie et que j'ai un attaquant d'Espagne qui récupère mes données, ça ne veut pas dire que l'Allemagne va devoir être notifiée ou que l'Italie pourrait notifier puisque les travailleurs, c'est des personnels qui se trouvent concernés. Non, la règle de base, c'est de dire que c'est l'autorité chef de file. L'autorité chef de file pour un groupe comme Renault, a priori, même si j'en sais rien, j'imagine que ça sera plutôt la CNIL. Ça, c'est le cas général. Après, il y a des cas particuliers, voilà, mais ça, c'est le cas général. En pratique, pareil, dans le téléservice, on vous demande si vous êtes, est-ce que la violation touche un traitement transfrontalier ou pas. Ensuite, je suis en train de lire en même temps vos questions et je vous répondrai après. Je vous répondrai après. Hein. Les personnes concernées, il faut les informer sans délai. Dans 3 cas, il faut les informer sans délai. C'est le plus important en fait. Pour la personne concernée, vous comprenez très bien que si je suis, voilà, je gère un système de paiement, le système de paiement se fait attaquer, les données sont récupérées, ben, le plus important, alors certes il faut notifier la CNIL, mais le plus important c'est quand même d'informer rapidement les personnes concernées pour qu'elles puissent surveiller leur compte et puis le cas échéant, encore une fois, comme je disais, faire opposition aux cartes. Il y a 3 cas où on tolère que malgré le risque élevé, il n'y ait pas besoin d'informer les personnes concernées. On tolère, je dis on tolère, mais c'est dans la loi. Hein, c'est pas un petit plaisir que la CNIL vous donne. C'est lorsque le responsable de traitement a mis préalablement à la violation des mesures techniques de protection. En gros, ce que ça veut dire, c'est lorsque les données sont chiffrées avec un algorithme à l'état de l'art. Donc, c'est un algorithme public réputé fort. Donc, tout ce que vous allez trouver dans l'annexe B du RGS, en fait, et que la clé de chiffrement a été stockée de manière sécurisée et n'a pas été compromise lors de l'attaque. Voilà, c'est le seul cas qu'on a réussi à identifier réellement aujourd'hui. Lorsque, suite à la violation, il y a des mesures qui ont été mises et qui finalement annulent le risque. Alors, un exemple, mais qui est un faux exemple que je vous donne quand même, ça serait par exemple, encore une fois, j'attaque l'AD, je récupère tous les mots de passe de l'AD. Heureusement, le service informatique ou le service sécurité se rend compte qu'il y a une attaque, coupe tous les accès, avant que l'attaquant n'ait réussi à utiliser un des comptes récupérés pour se connecter à la place d'un utilisateur et réinitialise tous les mots de passe. Mais dans ce cas-là, il n'y a plus de risque puisque il n'y a pas eu de connexion avec et les mots de passe ont été réinitialisés. Je dis que c'est une fausse bonne idée puisque dans ce cas-là, il faut certes penser à l'entreprise et de dire, OK, moi, j'ai protégé mon SI en faisant ça, il y a plus de risque pour les personnes puisque les mots de passe ont été modifiés, ils vont en créer un nouveau et leur compte n'a pas été usurpé. C'est une chose. En revanche, il faut penser que les utilisateurs utilisent le même mot de passe partout et souvent, l'attaque sur un système, même si vous avez bloqué parce que les mots de passe ne sont plus utilisables, il y a de fortes chances que vos utilisateurs utilisent les mêmes, que ce soit sur leur mail perso, que ce soit sur leur compte de service en ligne préféré. Et donc, dans ces moments-là, les informer pour qu'ils puissent les modifier partout, c'est quelque chose qui convient de faire. Et enfin, oui, pardon, j'ai oublié la dernière qui empêcherait ou qui du moins ferait qu'il n'y a pas besoin de notifier, c'est si il y a un effort disproportionné qui est nécessaire. Alors par exemple, vous allez avoir
vous êtes un service qui ne connaît pas réellement ses clients, mais vous collectez des informations sur les personnes qui passent dans votre magasin, par exemple, avec des, bon, il faut que ce soit légal, mais voilà, où vous comptez certaines choses avec des caméras et il se trouve que vous faites attaquer le système de vidéo. Vous voyez des gens, vous ne savez pas qui c'est, puisque il y a bien de la donnée personnelle, mais on ne connaît pas les personnes et dans ce cas-là, il n'y a pas besoin d'informer individuellement les personnes. En revanche, il convient d'informer de façon globale. Ça peut être un communiqué sur le site internet, ou ça peut être une affiche. Mais voilà, vous êtes à l'entrée d'un chantier ou d'une zone, il y a beaucoup de passages. Vous ne connaissez pas forcément toutes les personnes qui viennent sur place, les livreurs, etc. Et il se trouve que votre système de vidéo se fait attaquer. Et dans ce cas-là, vous mettez des affiches à l'entrée qui indiquent que la veille, il s'est passé quelque chose et que les personnes sont informées que leur image a pu être compromise. Alors, rapidement également, que faut-il communiquer aux personnes concernées? Il faut leur communiquer plus ou moins la même chose qu'on dit à la CNIL, sauf la seule différence, c'est le volume. On ne communique pas le volume de personnes concernées, de personnes concernées, puisque ce qui intéresse l'individu, c'est sa propre donnée, sa propre violation, pas celle des autres. Un point intéressant par rapport à ce qui est indiqué à la CNIL, c'est que pour les personnes concernées, ce qui est important, c'est de l'indiquer dans des termes clairs et précis. Il faut imaginer que le message il va être lu par ma mère et que si vous lui dites violation de données, credential stuffing et plein de mots techniques, elle ne va pas comprendre que son mot de passe a été compromis. Donc il faut expliquer de façon claire que vos mots de passe ont été compromis et qu'il faut attention à les changer et le faire également partout où le mot de passe aurait pu être utilisé. Il faut savoir que si vous notifiez une violation à la CNIL et que vous considérez que le risque n'est pas élevé, mais que la CNIL considère que le risque l'est et que donc il faut informer les personnes, on vous le fait savoir tout d'abord par mail, en vous disant qu'il vaut mieux informer les personnes et que si vous ne le faites pas, merci de nous dire pourquoi. Et ensuite, si jamais ce n'est pas fait, on peut l'ordonner par le biais d'une mise en demeure, en fait. C'est arrivé une seule fois. Pour être clair, sur les 5900 que vous disiez tout à l'heure, c'est arrivé une fois où la personne n'a pas voulu informer, où on a dû passer par la mise en demeure. Après, il y a beaucoup d'échanges par mail où les personnes ne veulent pas le faire et puis on leur dit par mail qu'il conviendrait de le faire et finalement, on s'arrange avant et ils font. Il faut dire que si vous ne le faites pas, c'est mise en demeure et si vous ne répondez pas à la mise en demeure, c'est 4% ou 20 millions, donc ça coûte moins cher finalement de faire un mail la plupart du temps. Un petit récapitulatif, après on va rentrer dans les détails techniques, c'est pour ça que je suis allé un peu vite. Il y a 3 niveaux en fait, lorsqu'il y a une violation de données. Il y a la violation qui n'engendre aucun risque, la violation qui engendre un risque et la violation qui engendre un risque élevé. Et pour chacune de ce type de violation, il faut absolument faire... Alors c'est cumulatif, hein. Donc quand il n'y a pas de risque, vous devez juste documenter en interne. Documenter en interne, c'est avoir le post-mortem de la violation, le garder en interne et de dire ce qui s'est passé pour, au cas où, et la CNIL le fait, lorsqu'il y a des contrôles, elle demande le registre des violations, s'il y en a eu, s'il n'y en a pas eu, forcément, vous n'avez rien à donner. S'il y a un risque, pareil, il faut documenter en interne, puis informer la CNIL sous les 72 heures si possible. Et enfin, quand il y a un risque élevé, documentation interne, information de la CNIL dans les 72 heures et information des personnes hors les 3 cas particuliers que l'on a vus. Un schéma moche, mais qui a l'avantage d'être un peu plus large que le précédent. On aurait même pu l'agrandir un petit peu. Dans le blanc, on va imaginer que vous avez tous les événements de sécurité. Les événements de sécurité, il y en a des centaines et des milliers qui arrivent par jour. Sur ces événements, certains sont des incidents. Et parmi ces incidents, certains sont des violations de données. Et parmi ces violations de données, certaines engendrent un risque et d'autres ont un risque élevé. Tout ça, c'est pour faire voir que dans le panorama de la violation, voilà, l'incident de sécurité classique, la violation de données est un incident de sécurité, est un sous-ensemble des incidents de sécurité classiques auxquels sont confrontés un organisme, quelle qu'il soit, entreprise ou organisme privé. Même si dans la plupart des cas, il faut voir que l'incident, c'est rare qu'il ne touche pas de la donnée personnelle. C'est très rare que lorsqu'il y a un incident, il n'y ait pas de la donnée qui soit concernée. Ça, c'est pas un slide qui est intéressant pour en parler, c'est plus un slide qui est intéressant si vous récupérez les slides après au cas où vous en ayez besoin. C'est la même chose, mais de façon beaucoup plus détaillée avec la reprise du texte qui indique quoi faire à quel moment. Quelques exemples de cas rencontrés. Quelque chose de très commun. Alors ça, c'est vraiment c'est très important. Il faut voir que la donnée personnelle, ça intéresse quelques personnes.
Il y en a au moins 200 à la CNIL qui sont plus ou moins intéressés par le sujet. Ensuite, il y a tous les DPO qui sont intéressés par le sujet. Mais sinon, les autres personnes, la plupart du temps, ça les intéresse pas réellement. Et les attaquants, pareil, c'est pas leur grande passion d'avoir des données personnelles et de connaître les noms, prénoms des personnes. Ce qui les intéresse, c'est l'argent qu'on peut en tirer. Et donc, ce qui fait que la plupart des attaques qui ont lieu, enfin beaucoup d'attaques en tout cas qui ont lieu, ont pour but de récupérer de l'argent. Et pour récupérer de l'argent, le plus facile, c'est d'attaquer un site internet et de se placer entre ce que j'appellerais le TP électronique, entre la page de paiement et le site internet pour récupérer les données de paiement. Alors ça, on en a énormément. C'est des sites qui ne sont pas mis à jour et les gens se font pirater. Et le pirate a juste à mettre une frame, par exemple une iframe, pour récupérer les données quand ça passe. Un autre cas qui est intéressant aussi, c'est du vol physique. Alors, on n'est pas dans le cyber, on est sur du vol physique, mais il y a un petit lien. C'est une association qui se fait voler ses ordinateurs portables la nuit. Il y a 15 ordinateurs. Les 12 ordinateurs les plus récents, ils ont les dernières versions de Windows avec BitLocker et tout ce que vous pouvez imaginer qui est activé dessus. Ça reste BitLocker, mais c'est quand même mieux que rien, en tout cas. Mais ces ordinateurs-là sont quasiment vides et les ordinateurs les plus anciens, vu que c'est une association, c'est ceux où il y a le plus de comment dire, c'est ceux où il y a le plus de données et c'est ceux-là, bien entendu, où c'est du Windows XP avec aucun chiffre. Donc c'est un peu ennuyeux. Voilà, souvent les mesures de sécurité arrivent, mais les données se trouvent sur des supports qui sont plus anciens et qui sont malheureusement beaucoup plus remplis. Des cas d'altération de l'intégrité, c'est assez rare, mais ça arrive quand même, et ce cas-là est assez marrant, c'est pour ça qu'on le cite assez souvent, c'est des élèves qui ont attaqué le système de notes d'une école privée pour modifier à la hausse ou à la baisse les notes de eux et de leurs camarades, en fonction de s'ils sont copains ou pas copains. Et enfin, de la santé, beaucoup d'attaques sur des systèmes de santé, malheureusement, qui compromettent ces données-là qui sont assez sensibles. Je vais revenir sur un point qui est important, on est passé très vite, et qui est un peu le cœur du sujet, si j'arrive à le retrouver, c'est le fait qu'il faut détecter. Quand il y a une violation, c'est bien beau d'avoir tout le texte et toute la littérature qu'il y a autour. Ce qui est important, c'est de détecter une attaque. Et aujourd'hui, c'est difficile de penser qu'on va faire de la sécurité comme on faisait il y a encore 10 ans, pour ceux qu'on faisait, c'est-à-dire en disant, je mets des firewalls, je mets des règles de filtrage, et je considère que j'ai un fort et que mon fort, il est imprenable et que tout ce qui est dedans, c'est gentil, tout ce qui est dehors, c'est méchant. Et voilà. Aujourd'hui, malheureusement, ça ne marche plus comme ça et la plupart des outils de sécurité sont un peu plus complexes et un peu plus versatiles que ça. On ne se méfie pas uniquement de l'extérieur, on se méfie aussi de l'interne, puisque finalement, le meilleur on dit souvent que la pire attaque, elle vient de l'utilisateur interne qui fait une erreur. Mais bon, celui-là, à la rigueur, c'est pas bien grave. On peut le former, on peut mettre en place des mesures pour éviter que les erreurs se fassent. En revanche, il y a aussi l'utilisateur interne qui est malveillant. Voilà, ça existe. Et donc, les mesures de sécurité aujourd'hui, ça va beaucoup tourner autour d'analyse de flux. Ça va beaucoup tourner autour, le cas échéant, de déchiffrement pour pouvoir analyser le flux. Ça va tourner autour pour se protéger des attaques externes, que ce soit des attaques DDoS ou autres, ça va essayer de détecter, quels sont les patterns et quelles sont les chaînes, on va dire, reconnaissables qui constituent une attaque pour justement évacuer ces flux. Alors que ce soit du DDoS ou que ce soit des attaques autres, pour pouvoir évacuer ces flux. Et bien entendu, pour que ce soit efficace, il faut que ce soit partagé. Et pour les partager, ça veut dire que vous avez des organismes qui vous fournissent ces solutions-là, qui centralisent tout. Donc, moi, je suis, par exemple, alors, on n'a pas ça, mais imaginez, vous avez ça sur le site de la CNIL, quand vous vous connectez, le flux est analysé. L'analyse permet de voir si le flux paraît authentique et émané d'un utilisateur. Si c'est pas le cas, que ça ressemble à une attaque, ça ressemble à une attaque, on va considérer que c'est pas bon, on va l'écarter, on va l'éjecter, mais l'idée c'est quand même de rationaliser tout ça. C'est-à-dire que si j'ai détecté une attaque contre le site de la CNIL, je me dis que cette attaque peut arriver ailleurs, donc je vais marquer ce pattern-là pour le remonter et puis le redistribuer à tous mes clients, et donc ça remonte souvent à des niveaux internationaux. Également, lorsque vous êtes fait voler des données, souvent, comme je le disais, c'est pas fait pour la culture personnelle ou pour le plaisir personnel de l'attaquant. Il veut en faire quelque chose. Il veut la plupart du temps les revendre. Donc, les données pour les revendre, le plus simple, c'est de les revendre sur Internet. Et comme tout bon dealer qui revend quelque chose, il fait goûter au client avant de vendre le paquet d'1 kilo. Il se trouve que les données, il y a des parties de données qui sont accessibles en ligne sur le net pour qu'on puisse voir si la donnée paraît
bonne qualité, si je peux m'exprimer ainsi. Et ben, il y a des entreprises spécialisées qui permettent de détecter justement ces flux-là et ces données-là. Euh, Par exemple, tout ce qu'on appelle le refill, donc la recherche sur Internet de fuite d'informations, ce sont des outils qui permettent d'aller rechercher sur Internet des patterns. Vous définissez un pattern, que ce soit le nom de votre projet secret ou le nom d'un employé, parce que c'est quelqu'un de très important dans l'entreprise, et donc vous pouvez surveiller ces noms-là pour savoir aussi bien ce qui se dit dessus, mais aussi bien pour voir s'il n'y a pas des mails qui lui appartiendraient, qui sont retrouvés dehors, parce que vous savez que toutes ces données sont sensibles. Ces outils existent, ces outils, c'est indéniable que c'est utile et malheureusement, c'est indéniable que c'est utile aujourd'hui pour faire de la sécurité. En revanche, ça soulève beaucoup de questions parce que analyser des flux, ça veut dire les déchiffrer. Si vous analysez tous les flux, vous allez également analyser potentiellement, j'envoie un message, je veux prendre rendez-vous sur Doctolib depuis mon lieu de travail. Vous pouvez très bien déchiffrer le flux, analyser et avoir accès à de l'information qui est certes non sensible, mais qui est quand même on va retomber sur l'autre patte de la CNIL. Certes, il faut faire de la sécurité, mais il faut aussi équilibrer la sécurité avec le respect de la vie privée. Et donc, il ne faut pas récupérer tous les flux et analyser tous les flux. Pareil, si j'envoie un message à mon avocat ou si je me connecte à ma banque, je serais assez ennuyé que le flux soit cassé et que mon code qui me permet de connecter à mon compte bancaire soit divulgué et enregistré dans le système de l'employeur. Également, lorsque vous faites appel à un système de RIFI, donc de recherche sur Internet de fuite d'informations, qui est très utile, hein, attention, mais voilà, se pose des questions. Vous allez rechercher des données. Ces données, elles proviennent la plupart du temps de bases qui se trouvent dans le dark web. Donc, pour pouvoir les comparer, souvent, il faut récupérer les bases pour les réutiliser. Lorsqu'on récupère la base, on sait que cette dernière, elle n'est pas légale, puisque c'est une base qui a été volée. Donc, il peut se poser des questions de recel, surtout lorsque vous faites payer. Le service n'est pas gratuit, le service est payant. Donc, la question peut se poser. C'est des sujets qui, aujourd'hui, sont... Encore une fois, c'est des choses qui nous paraissent très utiles à être utilisées, mais il faut voir comment c'est utilisé, comment les personnes sont informées, qu'est-ce qu'on peut faire pour le faire bien. Voilà, c'est ça le plus important, c'est ça, le déchiffrement. L'idée, c'est pas de dire que c'est pas bien de déchiffrer des flux, c'est de dire il faut le faire, mais il faut le faire correctement, avec le bon encadrement juridique pour pas que le jour où il y a réellement besoin d'arrêter un flux ou de trouver une exfiltration non volontaire et malveillante, et il ne faut pas que pour ça il y ait Est-ce que vous m'entendez? Ça vient peut-être de moi, je ne sais pas. J'ai dû rafraîchir la page. J'ai été peut-être déconnecté, peut-être une petite micro-coupure sur Internet. Bref, je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. Oui, donc oui, voilà, c'est des mesures qui convient d'encadrer. Et voilà, la CNIL travaille en ce moment sur ces sujets-là. C'est des choses sur lesquelles on veut publier prochainement, avec un temps administratif. Donc, ça veut dire que vous n'attendez pas ça pour la fin de l'année. Je parle trop vite, effectivement. Je sais. Et donc voilà, c'est des sujets sur lesquels on va produire, on va communiquer parce qu'on sait que c'est des questions qui se posent assez souvent.
et on veut pas bloquer les choses puisque c'est nécessaire, mais en revanche, on veut que ce soit fait de façon un peu plus, voilà, de façon encadrée et de façon correcte, du moins en respect du RGPD et des autres textes, puisque j'ai parlé certes le problème de recel, donc du CPP si vous utilisez des données issues d'un vol, ouais, un vol de données, mais également un problème de poste et communication avec le déchiffrement et l'écoute de certains flux, etc. Donc l'idée, c'est de réussir à encadrer tout ça, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, encore une fois, la sécurité juste périphérique avec des firewalls bien configurés, etc., c'est nécessaire, attention, mais c'est la plupart du temps, pour une majorité d'entreprises, c'est nécessaire, mais plus suffisant. Donc, c'est pour ça on souhaite communiquer sur ces sujets-là, du moins travailler, puis trouver des solutions qui conviennent à tout le monde. Si ça vous dit maintenant, je vais peut-être regarder les questions, parce que j'ai vu qu'il y en a beaucoup qui me paraissent intéressantes. Absolument. Est-ce que Christophe, tu souhaites que je les porte à ton attention ou tu veux les prendre à la volée? Comment tu veux faire? Comme tu le souhaites. Écoute, je vais te les lire, comme ça nous permettra à tous de les entendre bien et pour toi de te concentrer sur la réponse. Alors, Sandrine nous a demandé tout à l'heure, bonjour, la CNIL peut-elle sanctionner pour défaut de mesures prises pour détection rapide d'une violation? Alors, oui, alors ça serait tourné comme ça, je pense. Ça serait tourné par un défaut de sécurité, puisque on va considérer que ce soit en gros un manquement à l'article 32, parce que les mesures de sécurité préalables, la violation n'aurait pas été suffisante. Est-ce que ça est aggravé par le fait qu'il y a eu une violation? Mais oui, c'est tout à fait possible. Parfait, merci pour ta réponse. Sandrine poursuit avec une autre question. Elle nous demande, il me semble que les délais pour notifier une violation de mot de passe est de 24 heures. Le délai est spécifique à cette violation. Est-ce exact? Alors, je ne connais pas ça. Alors, il faut voir qu'en fait, il y a encore deux textes qui subsistent aujourd'hui. Le paquet télécom, la transposition du paquet télécom est toujours présente. C'est-à-dire que techniquement, si vous êtes un opérateur télécom, vous avez l'obligation de notifier par rapport à la loi informatique liberté et de notifier par rapport au RGPD. Et dans le paquet télécom, c'est 24 heures pour les notifications, mais toutes les notifications. Donc, aujourd'hui, la CNIL, en revanche, lui demande, même si vous êtes un opérateur télécom, donc les opérateurs télécom, on entend Orange, Bouygues, Free et SFR, je pense que je les ai tous nommés. Donc, on ne demande pas les 48 heures, on reste sur les 72 heures, on reste sur le RGPD. Parfait, super. Il n'y a pas d'obligation pour les mots de passe. Voilà. Très clair, merci beaucoup. Et Charlotte souhaite savoir si la notion d'effort disproportionné qui dispense d'une notification individuelle en cas de violation de DCP est précisée dans un texte. Il y a il y a les 3 exceptions dans l'article 34, mais ça ne va pas plus loin que ça. Ce qui est écrit dans mes slides, c'est en fait ce qui est écrit dans l'article 34 de la loi, du RGPD. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question. Alors Charlotte, vous nous direz dans les commentaires si vous souhaitez plus de précision sur la réponse de Christophe. En attendant, on va poursuivre avec une autre question de Sandrine qui nous demande, doit-on indiquer à la personne concernée par une violation sa possibilité de rejoindre une class action, entre parenthèses, pour demander réparation? Non. Donc vous n'avez pas le. Enfin, vous pouvez le faire si vous voulez, hein, mais non, c'est pas une obligation. Parfait, très clair. Bérénice nous demande, faut-il notifier en tant que violation un incident de sécurité avéré, mais pour lequel le responsable du traitement n'est pas en cause? Exemple, accès à des comptes clients via des identifiants et mots de passe obtenus d'une source tierce, comme Dark Web. Alors ça, c'est une question intéressante sur laquelle techniquement on n'a pas de réponse et aujourd'hui très clairement, j'ai pas la réponse. Si vous êtes, comme vous dites, vous êtes une banque et vous trouvez sur le dark web tous les jours des cartes bancaires de vos clients et voilà, la violation vient pas de chez vous, vous savez que c'est parce que les personnes ont reçu un mail de phishing et qu'elles ont donné les informations d'elles-mêmes, ou si la personne a reçu un mail de phishing, qu'elle a rentré ses identifiants et ses mots de passe et que tout cela est retrouvé sur Internet. Alors techniquement, ça peut être un problème de sécurité pour vous, puisque si ces mots de passe sont utilisés, la personne va pouvoir rentrer sur vos services. Alors ça peut être des employés, mais ça peut être des clients également. Hein. Va pouvoir rentrer sur vos services et là, vous allez avoir un problème de violation de données, même si vous n'êtes pas la cause, si c'est pas votre faute. Donc
Alors, très clairement, aujourd'hui, la réponse est non, parce que pourquoi je me dis non, même si en fait je devrais vous dire oui, c'est parce que sinon, il y a certains organismes notifieraient tous les jours. Parce que tous les jours, vous allez trouver des données et des mots de passe qui appartiennent à vos clients. En revanche, quand ces derniers sont utilisés et que là, vous voyez qu'il y a eu une attaque par credential stuffing, par exemple, qui a eu lieu, là, effectivement, vous allez devoir notifier. Tout Merci ça pour beaucoup. dire que, pour compléter, en fait, vous n'avez pas forcément une obligation de notifier à l'article 33 ou 34 du RGPD. En revanche, c'est toujours bien d'informer les clients pour qu'ils changent les mots de passe en question, sans rentrer dans le cadre du RGPD+, en termes de pour protéger le client et vous protéger vous-même. Merci Christophe. Nathalie souhaite savoir maintenant quels sont les noms des meilleurs outils de sécurité. Alors ça, on n'a pas de nom à donner en particulier, puis encore une fois, c'est vraiment adapté. Si vous voulez, ça dépend qui vous êtes. Si vous êtes une petite entreprise qui utilise un site web qui est hébergé, voilà, juste un site web avec une base de données et qui vend des produits, c'est pas la même chose que si vous êtes une grosse boîte qui utilise 25 services cloud. Donc, si vous voulez, les mesures de sécurité, c'est pas une question d'outils. La plupart du temps, il faut déjà savoir qu'il n'y a pas un bon outil qui va vous protéger, qui va vous faire la super cybersécurité. C'est pas ça. C'est l'outil qui va être bien utilisé et quelle que soit la marque, vous allez plus ou moins trouver les mêmes choses. Ça va être le bon outil bien utilisé en complément de mesures organisationnelles. Alors, je sais que ça fait un peu réponse qui ne donne pas réellement de réponse et de solution clé en main, mais malheureusement, si je dis ça, c'est parce qu'il n'y a pas de solution clé en main. Il n'y a pas de moyen de dire je vais mettre énormément de moyens, acheter tous les outils qui existent et je vais sécuriser, c'est pas vrai. Malheureusement, c'est pas vrai. Lorsque je discute sur ces sujets-là, notamment avec des banques, j'en ai certains qui me disent, écoutez, moi j'ai un budget quasiment illimité pour mettre des mesures de sécurité, et toujours est-il que derrière, je sais plus quoi acheter, quoi. Je sais plus quoi acheter parce qu'en gros, j'ai quasiment tout et ça change pas que des problèmes arrivent quand même. Et malheureusement, c'est vrai, vous pouvez pas, enfin, il n'y a pas de mesure miracle, c'est vraiment quelque chose qui se joue en temps réel au fur et à mesure. Donc, voilà, il faut les outils adaptés à la situation, adaptés au contexte et le tout de façon très régulière. Il ne faut pas croire que la sécurité, c'est quelque chose pour lequel on investit à un instant T et que c'est acquis. Non, c'est quelque chose où il faut, de façon continuelle, alors, certes, investir, parce qu'il faut investir de façon continuelle, malheureusement, mais également former les gens. Voilà, c'est quelque chose qui demande un travail très répétitif. C'est pas fun. Merci pour cette réponse. Alors maintenant, on va prendre la question de Franck, parce que je vois que Régis est en train de répondre à celle de Jérôme. Alors Franck, j'espère que je vais bien comprendre le sens de... Ah non, alors, Régis n'est pas en train de répondre à celle de Jérôme. Donc on va la lire. Donc, bonjour Christophe, quand on est prestataire, on m'a dit que c'était 48 heures pour notifier au client. Est-ce vrai? Salut Jérôme. Alors, quand on est prestataire, on a 48 heures. Non, je ne crois pas. Si je reprends rapidement le texte, dans les meilleurs délais. Le texte dit dans les meilleurs délais pour le sous-traitant, donc dans les meilleurs délais. Alors nous, on ajoute si possible dans les 72 heures pour que le RT puisse faire dans les 72 heures, ce qui n'est pas vrai en soi, puisque le RT, son délai commence quand il est informé par son prestataire, mais non, c'est dans les meilleurs délais. Il faut voir que 48 heures, c'est pas mal déjà. Si tous les sous-traitants faisaient 148 heures, ça serait très bien. Il faut voir que certains très gros ont des délais qui sont immenses. Quand on a un assistant sécurité, ça peut aller parfois jusqu'à 30 jours. Et ça, c'est des problématiques qu'on connaît parce qu'on sait que si vous faites appel à un très gros provider, même si vous êtes un très gros acteur français, vous n'avez pas forcément les moyens de négocier face à ces géants-là qui imposent malheureusement leurs clauses. Donc, non, pas de 48 heures, c'est dans le meilleur délai. Super, merci beaucoup. Alors, avant de prendre d'autres questions, je précise aux personnes qui sont en train d'interagir dans le chat qu'il ne faut pas hésiter à utiliser le volet questions. Ça nous permet, nous, de bien les avoir dans un côté de cette prise de parole. Comme ça, on n'en oublie aucune. Alors maintenant, la question de Franck. Alors, je ne sais pas vraiment si c'est une question. Je vais essayer de vous la lire correctement. Bonjour, concernant l'équilibrage évoqué, quelle démarche? En effet, sur le lieu de travail, il est important de préserver une part de vie privée, mais se priver de moyens de lutte contre les criminels est urgent. Alors, c'est justement la question qu'on est en train d'étudier en interne à la CNIL et qu'on étudie depuis un moment et qu'on va encore étudier pendant un moment, je crois. Mais ce qui est important, c'est de mettre en œuvre les mesures, de faire en sorte que tout ce qui est représentant du personnel, etc., soit informé, que les mesures qui soient mises en place soient transparentes.
Donc, si par exemple vous faites du déchiffrement ou de l'analyse de flux, il faut indiquer qu'il y a du déchiffrement et qu'il y a de l'analyse de flux. Il faut indiquer et il faut que cette analyse soit faite de façon la plus automatique possible, sanctuariser les preuves et de fait que les accès éviter le plus possible les accès humains et faire en sorte que s'il y a des accès humains, ce soit tracé. Voilà, l'idée, c'est d'être transparent pour que les personnes sachent que les systèmes sont utilisés. Pourquoi pas si vraiment tout doit être analysé, parce qu'il y a parfois des contextes qui font que les entreprises ont vraiment des analyses très, très poussées, mettre à disposition des ordinateurs dédiés pour que les personnes puissent faire des choses, si vous conseillez, voilà, pour qu'elles puissent envoyer des mails, par exemple, perso, mais déconnecter, vraiment décorréler du réseau. Donc, il faut vraiment, encore une fois, il faut adapter au contexte, et il faut jouer entre préserver la liberté de l'individu et bien entendu la sécurité. Et surtout, il faut être transparent. Je pense que c'est important d'être transparent, que les personnes soient informées, de automatiser le plus possible. Et par automatiser, je veux dire éviter le plus possible de lecture, on va dire, manuelle, qui pourrait justement entraîner un risque plus grand sur les problématiques de vie privée pour les personnes concernées. Il y a un article sur le site de la CNIL qui date de 2015, mais qui a été repoussé il y a peu de temps, je crois, sur justement le déchiffrement HTTPS et comment le mettre en œuvre de façon la plus légale possible. Merci beaucoup. Alors, Charlotte qui nous demande maintenant, chaque RT d'un ST doit-il notifier la même violation à la CNIL? Le fait que l'on sache qu'un RT a notifié dispense-t-il les autres de le faire? Non, effectivement, chacun doit notifier, ce qui est parfois ennuyeux. Je peux concevoir, et pour nous aussi, il faut se rendre compte que quasiment tout début, enfin, quand le RGPD est rentré en application, il y a eu un sous-traitant qui s'est fait attaquer, qui a perdu les données, et donc on a eu 180 notifications en 2 jours. Quand vous voyez le volume qu'on a eu sur l'année, 180, ça représente 10%, parce que chaque responsable de traitement a dû notifier la violation. Et là, j'entends chaque responsable de traitement qui est une entité totalement différente des autres. Vous pouvez avoir le même problème si vous êtes dans un groupe. Et parfois, dans un groupe, vous avez des sociétés qui gèrent plus ou moins l'informatique interne ou les outils du groupe. Et dans ce groupe, vous allez avoir plusieurs entités indépendantes qui vont utiliser les mêmes outils. Si jamais un outil se fait toucher, malheureusement, si j'applique réellement le texte, toutes les entités juridiques doivent notifier. Tant bien même, elles vont notifier la même chose, puisque ce sera la même problématique à la base. En revanche, le volume de personnes concernées ne sera peut-être pas le même, les données concernées ne seront peut-être pas les mêmes. Après, voilà, si c'est un outil tirage, les données seront forcément les mêmes, mais il peut y avoir des petites subtilités. Merci beaucoup. Alors, avant de prendre la question de Sandrine, Christophe, je te lis le message que Franck nous met dans le chat et qui nous dit merci, vos réponses sont très claires. Voilà. Et maintenant, la question de Sandrine qui nous dit, puis-je développer mon propre code de chiffrement? Quelles sont mes obligations vis-à-vis des administrations françaises? Alors, vous pouvez le faire. Après, c'est pas conseillé. Pour la simple raison que, enfin, quand vous dites, alors il faut voir que quand on dit développer votre propre code de chiffrement, est-ce que ça s'appuie sur un algorithme lui-même? Enfin, il y a une différence entre développer un algorithme de chiffrement et développer le code qui va empaqueter l'algorithme. Vous pouvez très bien développer votre propre logiciel et qui va s'appuyer sur de l'AES, je sais pas quoi. En revanche, développer votre propre algorithme, ça, il vaut mieux pas. Donc, voilà, ce qu'on préconise et ce que préconise aussi l'ANSSI sur ces sujets-là, c'est vraiment des algorithmes publics réputés forts parce que ces algorithmes ont été éprouvés et on considère aujourd'hui qu'a priori, ils sont toujours valables. Développer son propre algorithme, malheureusement, tant qu'il n'est pas éprouvé par la communauté, que ce soit aussi bien la communauté crypto que la communauté, on va dire, un peu plus générale, on a moins de certitude. En revanche, vous pouvez très bien développer le logiciel qui va utiliser lui-même l'algorithme crypto qui est valable. Et ça, il n'y a pas d'un point de vue purement CNIL, il n'y a pas d'obligation particulière ou de choses particulières à faire. Parfait, très clair. Et Bérénice, maintenant, qui nous dit, si une violation est suspectée mais qu'il est impossible pour le RT de déterminer avec certitude si elle a effectivement eu lieu, faut-il la notifier? Alors, je dirais oui. Dans le doute, notifier. Dans le doute, il faut mieux toujours notifier parce que vous ne savez pas. Malheureusement, il faut voir que ce que je dis souvent aux gens qui nous appellent pour dire j'ai une violation, je suis pas sûr, je notifie, j'ai mis du temps à notifier parce que je savais pas quoi remplir dans les cases, j'étais pas certain de dire ce qui est juste. Il faut voir que quand vous remplissez une violation, c'est pas une déclaration d'impôt, vous allez faire des erreurs, forcément, et il y a des choses sur lesquelles vous ne saurez jamais.
Il y a des choses que vous avez, même si vous faites la meilleure enquête, vous faites appel aux meilleures sociétés privées, vous avez l'ANSSI chez vous, la DGSI, Orange Cyberdéfense, etc. Et tout le monde qui travaille dessus, il se peut que vous ne trouviez jamais la réponse et vous n'allez jamais avoir le fin mot de l'histoire. Donc, quand vous avez un doute, mais que vous suspectez qu'il y a eu quelque chose, ben, il vaut mieux dire, ben, il se peut qu'il soit passé ça, mais je suis pas sûr. Donc voilà, on va pas forcément vous embêter plus que ça, mais au moins vous avez juridiquement vous êtes couvert. Et si jamais, un mois après, 2 mois après, 1 an après, l'information sort ou vous avez plus de vous découvrez quelque chose, vous avez un chantage qui arrive sur la boîte mail, vous êtes au moins couvert à ce niveau-là juridiquement. Mais c'est très dur de déterminer la réalité d'une attaque, hein, même quand on est. Enfin, quand on est petit, c'est dur parce qu'on n'a pas forcément les moyens, et quand on est gros, c'est dur parce que c'est tellement gros que la surface d'attaque est énorme. Et donc forcément les investigations aussi. Parfait, merci beaucoup et merci à Régis et Martin qui sont en train de donner de nombreuses ressources dans le chat à nos participants, notamment l'article que tu as cité Christophe et puis aussi un lien vers le guide RGPD du développeur et je vous laisserai Régis et Martin répondre aussi à Charlotte dans les questions qui a une autre qui est une demande concernant le guide du DPO. Écoutez, alors on a encore un petit moment devant nous. Je ne sais pas Christophe si tu veux ajouter quelque chose. Malheureusement, l'autre interlocuteur qui devait nous rejoindre n'a pas pu se joindre à nous. J'espère que vous aurez eu toutes les informations que vous attendiez. Est-ce que, avant de conclure, tu souhaites apporter une précision sur un sujet? Encore une fois, ce qui est important, c'est de. Et ce qui est difficile, c'est que chaque cas est un peu. La sécurité, si vous voulez, il faut vraiment l'adapter à son contexte, à ses propres risques. C'est-à-dire, si je suis une petite entreprise, ça ne sert peut-être à rien de viser trop parce que les risques auxquels je suis confronté ne sont pas les mêmes que si je suis un grand groupe. En revanche, il faut quand même avoir un minimum, le socle commun, et pour ça, déjà, il faut avoir conscience que la base de toutes les mesures de sécurité les plus évoluées, les logiciels les plus évolués n'ont pas de sens s'il n'y a pas la base. Et la base, vous allez la trouver dans des choses assez simples qui vont être aussi bien le guide sécurité des données personnelles de la CNIL, ce qu'on appelle le guide bleu de la CNIL, ou alors le guide d'hygiène informatique de l'ANSSI, qui sont vraiment les socles de base de l'informatique, mais qui sont fortement nécessaires et pas forcément faciles à mettre en œuvre, malgré le fait que ce soit basique. C'est facile à comprendre, c'est facile à faire, mais finalement, l'appliquer partout, c'est pas aussi simple que ça. Par ailleurs, il est important de savoir que, encore une fois, c'est un combat continu, que les attaquants, ils ont beaucoup d'imagination. Dans des nouvelles attaques, on pense que c'est difficile d'en trouver, mais non, on en trouve toujours de nouvelles attaques et la plupart sont relativement simples. Aujourd'hui, ce qui est à la mode, par exemple, c'est les attaques de credential stuffing. Alors à l'époque, on avait beaucoup d'attaques, ce qu'on appelait de force brute. La force brute, c'est je prends un identifiant, je ne connais pas le mot de passe et je teste toutes les possibilités de mot de passe pour essayer de passer, de rentrer passer l'authentification. Il se trouve que c'est facilement contournable tout ça, puisqu'il suffit de mettre un captcha ou il suffit de mettre une temporisation après 4 essais ou 5 essais ou 10 essais infructueux de la part de l'utilisateur. En revanche, sur le credential stuffing, c'est des techniques qui sont très simples en soi, puisqu'il suffit de récupérer des bases de données qui existent sur Internet, donc des couples identifiants et mots de passe, vous en trouvez des millions et des millions en vente sur le dark web. Il suffit d'acheter une base de données et puis de tester, et vous testez chaque fois un seul couple et un seul couple identifiant mot de passe sur le système, ce qui fait que le problème de temporisation et de blocage de compte ne va jamais intervenir, puisque vous avez testé qu'un seul compte et un seul mot de passe à la fois. L'idée n'est pas de rentrer sur le compte d'une personne, mais de trouver le plus d'accès possible. Et une fois que vous avez écrémé et que sur les 1 million de tests, il vous en reste 10 000 qui sont valides, soit vous pouvez les utiliser pour accéder à la donnée, soit vous pouvez les revendre comme compte qualifiés sur ces systèmes-là. Donc voilà, c'est des attaques très simples, mais qu'on voit énormément aujourd'hui. Également, il faut penser énormément en cyber à l'organisationnel. On a eu énormément de problématiques sur des services cloud parce que les clés qui permettent d'accéder aux serveurs AWS, Google ou Azure, que sais-je, ces clés-là étaient stockées dans des Git, justement, parce que les développeurs en avaient besoin, parce que c'était inscrit en dur dans le code. Et les utilisateurs partent, les comptes ne sont pas forcément clôturés et les accès restent toujours ouverts. Et de même, les comptes que les utilisateurs utilisent sur des systèmes comme Git, etc., c'est parfois les mêmes qui sont sur LinkedIn en 2012. Et LinkedIn en 2012, c'est un des leaks les plus gros qui a permis et qui aujourd'hui sert toujours on va dire, de source d'attaque sur d'autres services. Alors, ça veut dire que les utilisateurs utilisant les mêmes identifiants et mots de passe
et finalement, par rebond, on arrive encore une fois à récupérer des données et attaquer des systèmes qui sont pourtant bien sécurisés. Les services cloud ne sont pas les plus à plaindre sur le sujet. Et bien entendu, tout ce qui va être aussi l'utilisateur final, puisque beaucoup de problématiques arrivent aussi avec des crypto-lockers. Les crypto-lockers, ça reste quelque chose qu'on voit tous les jours, ça reste encore aujourd'hui, malheureusement, on reçoit plusieurs par jour, hein. C'est vraiment par jour, et quand je dis par jour, à la CNIL, ce qu'on reçoit, même si les chiffres ne sont pas énormes et qu'on sait qu'on est en sous-déclaration, en sous-notification, ça ne change pas que c'est du lundi au dimanche non-stop et qu'on en a au moins un par jour. Au moins un par jour, et ça touche tout le monde, aussi bien des petits que des gros, et les attaquants sont assez malins pour on va dire, choisir une rançon qui est à l'échelle de l'entreprise visée, ce qui veut dire qu'il y a quand même une petite analyse qui est faite par les attaquants pour savoir si vous êtes une entreprise du CAC 40 ou alors pour des millions de chiffres d'affaires, ou si vous êtes une petite entreprise et que finalement on va vous demander une rançon plausible pour vous d'être payable. Donc voilà, ce sont des choses, il faut voir que c'est pas pour faire, c'est que quand on fait des tests en sécurité informatique, ce qui marche bien aujourd'hui, c'est de faire des tests qu'on appelle en red team, blue team, c'est-à-dire vous avez une équipe d'attaquants qui a 2-3 jours pour essayer de pénétrer un système d'une entreprise, par exemple, vous avez une équipe interne qui essaie de défendre. Il faut voir que si vous faisiez la même chose sur votre sécurité physique, donc imaginez vous êtes une banque et vous voulez tester la sécurité informatique et la sécurité physique, il faut voir que le niveau des attaques que vous avez du côté informatique est très très élevé. C'est-à-dire que les outils qui sont utilisés, si je devais les transposer dans le monde réel, ce serait je prends une voiture et je la lance sur le DAB pour voir s'il résiste et puis si j'arrive à prendre des billets. Ce qui fait que les mesures de sécurité à mettre en face, d'un point de vue technique, elles sont énormes. Puisque sur le web, les attaques sont continues, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec énormément de moyens. Et énormément de moyens, ça ne coûte pas forcément cher. Voilà, c'est pas quelque chose qui coûte cher. Donc c'est vraiment quelque chose de. Voilà, il faut suivre en temps réel, il faut s'intéresser au sujet, il faut voir ce qui se passe chez les autres pour essayer d'en tirer des leçons. C'est pour ça que les notifications de violation sont très intéressantes et c'est quelque chose qu'on fait et qui, à mon sens, peut avoir un sens pour beaucoup de monde. C'est qu'on publie tout ça en open data de façon anonymisée parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir les noms, mais sur on va essayer de mettre encore plus d'informations pour que les gens puissent voir ce qui arrive aux autres pour en tirer des leçons. Parce que si on sait que ça, c'est une attaque qui se fait de façon souvent ça c'est plus facile de s'en protéger, de partager l'information et de faire en sorte que le niveau global de sécurité augmente. Ça, c'est quelque chose d'important. Et voilà, par ailleurs, il faut essayer autant que possible. Il faut essayer autant que possible d'adapter la sécurité et de faire en sorte que les données, alors moi je parle de données personnelles, mais il faut voir que ce discours-là, vous l'adaptez à tout. Nous, ce qui nous intéresse à la CNIL, c'est de protéger les données personnelles, mais vous pouvez faire la même chose pour protéger votre patrimoine d'entreprise ou pour protéger votre business d'une façon générale. Ce qui s'applique à l'un s'applique aussi à l'autre. Voilà, il faut essayer d'utiliser les meilleures solutions tout en restant le plus possible dans les clous. Puisque malheureusement, avec les solutions de sécurité, facilement, on se retrouve sur la ligne, voire à dépasser la ligne, parce que en même temps, c'est facile de tout sécuriser si je mets tout sur écoute. Hein. Tout comme c'est facile de sécuriser un lieu physique si je mets des caméras partout. Après, l'environnement général pour le travail n'est pas forcément le plus plaisant pour l'employé. Merci beaucoup. Alors, on dépasse un petit peu l'heure prévue, mais moi j'ai encore un petit peu de temps devant moi. Est-ce que toi aussi, Christophe, est-ce que tu veux prendre quelques questions qui nous arrivent Bien sûr, bien sûr. Super. Alors, on va encore prendre celles qui nous sont arrivées. Par contre, on n'ira pas au-delà de celles de Victor, parce que sinon on va déborder jusqu'à 17h30, je pense. Et on va commencer par la question on va poursuivre avec la question d'Amélie qui nous dit si dans le doute on notifie, on n'a pas forcément toutes les informations demandées, nombre de personnes concernées, nombre de données, etc. à disposition, on fait une notification incomplète. Tu avais déjà apporté quelques éléments de réponse, je pense, tout à l'heure. Oui, tout à fait. Alors, c'est prévu en fait dans le formulaire. Vous pouvez rentrer des chiffres. Je crois que pour les chiffres, c'est peut-être pas prévu pour les chiffres, mais en tout cas pour de nombreux champs, c'est prévu où vous pouvez marquer je ne sais pas encore ou non déterminé ou autre. Vous avez tous ces choix-là. Donc vous pouvez dire les données concernées, je ne sais pas encore. Les données, le type de personnes concernées, je ne sais pas encore. Il n'y a que pour les chiffres où malheureusement, je crois, mais c'est une bonne remarque. Il n'y a pas de case je ne sais pas.
Donc, les gens mettent 0 souvent en disant, mais je ne sais pas encore, ils mettent 0, ou alors ils mettent un chiffre au hasard, et de toute façon, dans les cases explicatives, ils indiquent ça. Vous pouvez faire une notification initiale et ensuite la compléter à n'importe quel moment ultérieurement, la compléter une fois ou même plusieurs fois. Vous pouvez compléter plusieurs fois une notification. Ça ne l'écrase pas les précédentes, ça se cumule. En fait, nous, on a toutes les versions, de les compléter avec les informations que potentiellement vous pourriez avoir après ou ne pas avoir. Vous pouvez faire une initiale sans jamais faire de complémentaire. Voilà, ça, c'est pas un souci. C'est juste une porte que vous laissez ouverte. Encore une fois, on n'est pas dans, il faut vraiment avoir conscience que d'un point de vue notification avec le téléservice, on n'est pas dans la déclaration d'impôt où c'est une fois que vous avez signé avec votre sang, si jamais vous avez fait une erreur, les agents de la CNIL vont venir et vous jeter dans une cage. Non, c'est pas ça. C'est vraiment, on a conscience que la 72 heures, c'est court. Même quand vous êtes habitué à la gestion de crise, gérer en 72 heures tout ça, avoir les infos notifiées, c'est quelque chose de très très court. Parce qu'il faut voir que l'attaquant, il n'est pas bête. L'attaquant, il attaque encore une fois le jeudi soir quand le vendredi c'est férié. Il attaque la nuit parce que soit le jour il travaille, soit il dort parce qu'il attaque la nuit. Mais toujours est-il que c'est le temps, c'est des 72 heures qui sont assez compliquées à gérer, donc on n'est pas à cheval sur voilà, ça reste une matière qui est assez fluctuante et qui reste sur beaucoup de suspicions et pas forcément sur. Bon, on essaie de tendre vers la réalité, mais on n'y arrive pas forcément. Je parle beaucoup, donc il faut que je me limite un peu. Non, pas du tout. C'est pas du tout. Et je pense que si nos participants sont encore là et te posent beaucoup de questions, c'est justement pour la qualité de tes réponses. Hein. Ça a été précisé d'ailleurs dans le chat. Une question de Françoise maintenant pour toi aussi. En cas de télétravail, comment se rendre compte d'une violation de données, notamment si on utilise un ordi perso? Alors, ça va dépendre en fait. C'est soit dans le télétravail, j'utilise un ordinateur personnel, mais c'est quelque chose qui est connu par l'entreprise. Et dans ce cas-là, sur mon ordinateur personnel, je me connecte avec, je sais pas, mon VPN sur le service de l'entreprise. Je me connecte avec, voilà, avec un Citrix, je sais pas, ou avec un environnement même qui serait dans une page web qui me permette d'accéder à mes ressources d'entreprise. Dans ce cas-là, la violation avait été détectée, si vous voulez, par le service informatique de l'entreprise qui, lui, en théorie, analyse les flux et voit s'il y a quelque chose qui rentre par la connexion de l'utilisateur ou s'il voit qu'il y a des choses bizarres sur le VPN ou sur son Citrix ou que sais-je. Après, si c'est du télétravail ou voilà, si moi, là, je prends mes documents, je me mets sur mon ordinateur perso et que je travaille dessus et que la CNIL n'est pas forcément au courant et je me fais attaquer, je me fais poutrer ma machine et les données sortent, bon, ben là, a priori, on s'en rendra pas compte. Et c'est après, si jamais c'est ce retour sur Internet et si jamais l'entreprise en a connaissance et qu'il y a une investigation qui est lancée en interne, c'est ça l'intérêt aussi de la phase d'investigation, c'est de se rendre compte que les données qui sont sorties, là, les 50 fichiers Excel qui sont sortis ou les CV qui sont sortis, c'est qui les traitait? C'est le responsable ressources humaines qui est en train de faire le recrutement. Mais comment ça se fait que c'est retrouve sur Internet? On n'a aucune trace sur le réseau interne de la CNIL ou le réseau interne de l'entreprise. On va regarder, on va voir la personne, on va l'interroger en disant mais qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là qu'on va savoir qu'elle, en principe, indiquer à sa hiérarchie ou à RSSI de son entreprise qu'elle travaille sur son ordinateur personnel. Alors souvent pour des raisons parce que soit l'entreprise ne fournit pas d'ordinateur de travail, soit parce que elle est bien installée à son bureau avec un grand écran, avec son petit laptop. C'est pour des raisons qui sont en soi valables, mais qui contournent la plupart du temps des règles de sécurité qui existent et qui sont mises en place dans les entreprises et qui entraînent la violation et l'incident. Il faut voir que souvent, alors ça existe, on a eu des gros incidents où on pourrait faire des films avec des trucs assez sympas, mais la plupart du temps, la violation, c'est la vie de tous les jours. Hein. C'est l'erreur humaine, c'est l'inattention, c'est j'ai mis en ligne le nouveau serveur et j'ai oublié de configurer un oui à la place de non, ce qui fait que tout est ouvert et tout a été indexé sur Google. Voilà, c'est la vraie vie. Et après, c'est l'enquête qui permet de voir comment ça se fait que c'est arrivé, puis on se rend compte que c'est une erreur d'un fichier de configuration ou la personne qui a travaillé sur son ordinateur perso. Merci beaucoup. Une question d'Amélie maintenant. Tu parlais des notifications tout à l'heure et elle souhaite savoir si on a la possibilité de faire une première notification et de la compléter. Et si oui, quel est le délai pour la compléter? Alors oui, tout à fait, c'est possible, c'est même conseillé. Moi, je vous conseille, si vous ne savez pas trop, en fait, quand vous faites une notification, vous avez le choix entre complète, initiale ou complémentaire. La complémentaire devra arriver après une autre notification. Donc moi, je vous conseille toujours de faire une initiale. Alors, sauf si vraiment, voilà, c'est Robert de la compta qui a perdu la clé USB et là, vous savez ce qui s'est exactement passé, qu'elle a été perdue entre telle heure et telle heure et qu'il n'y aura pas de complément à apporter, la preuve complète. Mais dès lors qu'il va y avoir quelque chose d'assez compliqué avec une attaque, avec une perte de doigts, enfin, avec
potentiellement des gros impacts, il vaut mieux faire une initiale et ensuite, vous n'avez pas de délai pour la compléter. On a conscience que parfois, ça peut être très rapide d'avoir des informations et parfois, ça peut mettre beaucoup de temps. Ça peut mettre 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et puis parfois, au bout de 4 mois, vous pouvez revenir en disant, ben non, finalement, on se rend compte que il n'y a pas eu de violation, les données ne sont pas sorties, ça a été bloqué ou que sais-je. Tout est possible, il n'y a pas d'obligation. De toute façon, si vous faites une initiale et qu'on a besoin de plus d'infos, on revient vers vous pour vous le demander. Et quelque chose que je n'ai pas dit mais qui est assez important, c'est que la règle générale, c'est qu'on revient vers vous si on a quelque chose à vous dire. Ce qui veut dire que si on n'a rien à dire, ben, vous n'avez pas forcément de retour. Alors quand vous faites une notification, vous avez un accusé de réception, vous pouvez télécharger, d'ailleurs il faut le faire, il faut télécharger le PDF qui récapitule tout ce que vous avez entré avec les numéros, etc. etc. Mais la plupart des gens n'ont pas de retour de la CNIL puisqu'on n'a rien à leur dire. La personne qui s'est fait attaquer, on va revenir vers les gens s'ils nous disent je me suis fait attaquer, on va voler mes mots de passe dans ma base, ils étaient en clair. Là, on va leur dire les mots de passe, il ne faut pas qu'ils soient en clair, il faut les hacher en base, etc. Ou alors si la personne nous dit j'ai haché mes mots de passe à MD5, et dans ce cas-là, on revient pour elle pour leur dire bon, MD5 c'est bien, mais vous embêtez pas, laissez-le en clair ou sinon passez sur quelque chose qui est valable. Donc voilà, c'est vraiment si on a quelque chose à apporter, sinon on ne revient pas vers les personnes et ils nous disent ce qui s'est passé, ce qu'ils vont faire, ce qu'ils ont fait. Et puis, voilà, on fait confiance la plupart du temps. Très clair, merci beaucoup. Jérôme, maintenant qui remarque, aujourd'hui, on préfère passer par Microsoft Azure pour la sécurité que par un acteur européen. On n'aurait pas le même service en sécurité. Il demande, est-ce qu'on prend un risque important avec cet acteur américain? Avec Microsoft en particulier, la question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est avec l'arrêt Schrems 2 de la Cour de justice européenne, c'est que les transferts vers alors que ce soit Azure, mais ou AWS ou Google avec le Cloud Act, FISA, etc. C'est que c'est un peu un sursis. Donc voilà. Après, la question à se poser, c'est est-ce que les mesures de sécurité que pour apporter Microsoft Azure, qui est quelque chose en soi de bien, hein, est-ce que c'est quelque chose dont j'ai réellement besoin ou pas? Ou est-ce que OVH Cloud, par exemple, ou un autre français ou européen peut me proposer? Et il faut voir en termes de prix ce que ça vaut. Il faut voir si. Alors souvent en termes de prix, Microsoft est quand même concurrentiel. Il faut voir ce dont on a réellement besoin. En tout cas, en soi, techniquement, c'est pas mal. C'est des sujets sur lesquels on travaille très activement en ce moment. On a un sujet cloud sur l'année, ça a été annoncé en fin 2018 dans le rapport annuel. C'est un sujet sur lequel on travaille depuis 2019 et on continue en 2020 et en 2021 où on va sortir quelque chose sur cloud justement avec des analyses sur les services cloud et comment sécuriser tout ça, avec comment gérer le chiffrement dans le cloud, comment gérer la sécurité avec les acteurs cloud et toutes les problématiques qui se posent avec les transferts et les accès depuis des pays étrangers, souvent américains, enfin souvent les États-Unis. D'une manière générale, ce qu'il faut voir, c'est que pour les petits acteurs qui sont pas très bons pour faire de la sécurité, passer par un service cloud, que ce soit Microsoft ou OVH ou n'importe quel français ou européen, la plupart du temps, c'est pas plus mal finalement en soi. Il vaut mieux un bon serveur cloud avec un OVH qui sait ce qu'il fait derrière plutôt que quelque chose en interne avec aucune compétence. Après, que ce soit Microsoft ou un autre, ou voilà, il faut se poser les questions de transfert et de risque que cela engendre. Alors en soi, si j'applique à la règle, les transferts, pas possible, donc non. Après, c'est une gestion de risque et chacun gère son risque. Merci beaucoup. Sandrine nous demande qui représente l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et la CNIL aux Antilles-Guyane. Et elle précise nota bene pour limiter les attaques en force brute, utiliser des mots en créole. Il n'y a pas encore d'annuaire en créole chez les pirates. Je pense que déjà, c'est une bonne idée. Ce qui est important d'une façon générale pour les mots de passe, c'est d'augmenter l'entropie. Donc, pour augmenter l'entropie, il faut que ce soit long. Alors, pas forcément compliqué, mais long, du moins. Donc, si vous utilisez une phrase en créole, je pense que là, vous êtes à un bon niveau. Et ensuite, alors, est-ce qu'il y a, je sais pas si, alors, ANSSI, je sais pas du tout. Je sais pas s'il y a un représentant ANSSI, il faudra leur demander. Pour la CNIL, non, malheureusement, la CNIL, il n'y a aucun représentant nulle part. D'ailleurs, les seuls représentants, ils sont à Paris. On n'a pas de représentation, que ce soit en région déjà métropole ou encore moins en dehors. Donc, mais si jamais ça se fait, je serais fortement intéressé. Et je ne pense pas que ce soit d'actualité. Très bien, merci beaucoup. Victor qui nous dit, dans le cas des cryptolockers où l'attaquant demande une rançon, la solution ne consiste pas en sauvegardant régulièrement ces bases de données afin de remettre en ligne la dernière sauvegarde une fois l'attaque effectuée? Tout à fait. Ça, c'est une solution interne, c'est-à-dire que
Il faut voir qu'en fait, le crypto-locker, la plupart du temps, l'attaquant, il récupère les données, il chiffre. Donc, ce qui fait que non seulement il demande une rançon pour que la personne paye, et ensuite il fait un chantage en disant si vous ne payez pas, ou si vous ne payez pas une seconde fois d'ailleurs, ça peut marcher aussi, si vous ne payez pas une seconde fois, je vais diffuser le fait que je vous ai volé des données et je vais diffuser les données. Il y a quand même un petit chantage RGPD qui se fait parfois par les attaquants maintenant sur le sujet, ils ne sont pas mauvais. Également, il faut voir que quand les entreprises qui sont capables d'avoir un système les organismes, pas forcément entreprises, mais n'importe quel organisme qui est capable d'avoir un système de sauvegarde qui soit réellement déconnecté de son réseau et qui fait que finalement le crypto-locker ne touche pas les sauvegardes, la plupart du temps, ce qu'on voit nous en tout cas, c'est qu'ils ont des sauvegardes, mais le crypto-locker il est passé par-dessus aussi. Parce que voilà, c'est le même réseau, il n'y a pas de VLAN, il n'y a pas de système de robot de sauvegarde particulier qui fait que ça n'aurait pas été dessus. Non, les sauvegardes, c'est juste un serveur sur le réseau qui copie automatiquement les données tous les jours, mais c'est pas forcément quelque chose de très évolué. Donc, dans ce cas-là, c'est pas la solution. Mais oui, sinon, un des meilleurs moyens de se protéger contre les crypto-lockers, c'est d'avoir des sauvegardes à jour et de pouvoir restaurer, et ça protège du chiffrement. Après, attention, crypto-locker souvent égale extraction, comme je disais tout à l'heure, et dans ce cas-là, ça protège pas. Et puis aussi, une solution pour se protéger des crypto-lockers, il y en a deux autres qui sont très importantes avant que ça arrive, c'est la formation des utilisateurs pour que quand le crypto-locker arrive de façon, on va dire, la version 0 du crypto-locker, c'est j'envoie un mail ou un truc où on clique dessus et ben, il faut pas cliquer. Ça, c'est important. Donc, c'est vraiment la formation, la sensibilisation des utilisateurs et aussi un truc très bête, mais dire à l'utilisateur qui clique que c'est pas grave. Enfin, que c'est pas grave. Il faut pas que l'utilisateur qui a cliqué sur le lien qu'il a reçu, qui a lancé le crypto-locker, il ait honte de le dire. Ben, c'est ça en fait le problème, c'est que souvent si la personne clique et dit merde, j'ai cliqué, j'aurais pas dû. Et en plus, je vais passer pour un âne devant tout le monde parce que franchement, c'était écrit, le mail ne veut rien dire, j'ai cliqué dessus comme un âne. Il faut que la personne elle le dise de suite. Et pour qu'elle le dise de suite, il faut la former au maximum pour pas qu'elle clique. Et en revanche, il faut la former pour si tu cliques et que tu as un doute, tu nous informes. C'est pas grave. On va pas se moquer de toi. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et puis aussi d'avoir des systèmes à jour. C'est important d'avoir des systèmes à jour parce que bon, le niveau 0 du crypto-locker, c'est le mail envoyé, mais après, l'autre niveau du crypto-locker, c'est la charge qui est envoyée dans le système et qui se déclenche à un moment donné. Et ça, c'est quelque chose que l'on peut parfois contrer en ayant des systèmes à jour qui ont bouché les trous les plus connus. Voilà. Parfait, très clair. Merci beaucoup. On arrive au terme des questions. On a juste 2-3 messages, notamment Françoise qui nous dit merci beaucoup pour la réponse. Idem du côté d'Amélie, merci pour vos réponses. Victor, pareil, qui nous laisse un message dans le chat. Avant de clôturer cette prise de parole, qui malheureusement s'est faite sans notre autre expert, est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Christophe? Non, merci à vous d'avoir participé, de vos questions, et puis j'espère que c'était intéressant et compréhensible surtout. Parfait. Et Régis dans le chat qui me dit big up Christophe. Merci beaucoup en tout cas. Merci à la CNIL. Merci à toi hein, Christophe pour ton travail et le partage de ton expertise. Merci également à Martin et Régis qui se sont montrés disponibles et très attentifs durant ce webinaire. Enfin, French Tech Central vous remercie également, chers participants qui étiez présents en cet après-midi et qui avaient enrichi. Alors là, je veux tous vos messages arriver. C'est super et qui avait enrichi donc ce format avec toutes vos questions. Avec l'ensemble de l'équipe, nous, on vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine sur le site frenchtechcentral.com pour trouver le replay et le PowerPoint. Mais bon, le PowerPoint, à mon avis, vous l'avez déjà téléchargé et découvrir aussi la suite de notre programmation. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Au revoir. Et merci à vous pour l'invitation et l'organisation. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir.